Les gros mensonges des instituts de sondage, ça continue les amis. Et là, on est en train de monter en niveau en termes de n'importe quoi sondagier. C'est absolument hallucinant et passionnant. Nous allons regarder aujourd'hui un nouveau sondage qui est sorti, qui est un sondage Odoxa. On va le décortiquer et vous montrer à quel point la méthodologie, c'est juste n'importe quoi. On aurait pu s'en douter car comme vous l'avez sûrement vu passer, ils annoncent sur un second tour Bardella-Mélenchon, Bardella à 74%. Bon, c'est un petit peu surprenant, vous êtes d'accord avec nous? Mais bon, les journaux ont l'air de trouver que c'est parfaitement normal, hein, de laisser passer ce genre de truc, que c'est exactement comme ça que ça va se passer en 2027. Donc écoutez, nous allons regarder en détail ce sondage. On va faire des petites maths, on va regarder des chiffres et tout ça. On va se foutre de leur gueule très fort. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à aller faire du décortiquage de sondage? Je sais que c'est ta passion. C'est ma passion, mais c'est aussi ma mission ordonnée par le Saint Graphique. Il m'a dit, sois-en digne, on n'est pas là pour simplement jouer avec des chiffres. Non, plus généralement, on voit que les sondages servent à la fabrique d'opinion, bien plus qu'à la mesure, parce qu'ils se prétendent mesurer l'opinion à un instant T. Déjà, je pense qu'ils sont nuls à ça, mais vraiment, ils sont là pour fabriquer de l'opinion, et là, ils sont vraiment en train de fabriquer. On l'a vu dans IFOP, là, c'est encore pire. Et on va le voir, c'est vraiment n'importe quoi, de A à Z. Alors, petit truc, on l'avait fait, vous irez voir la capsule IFOP, ce sera un bon complément, parce que vous verrez qu'ils excluent des typologies de gens, des jeunes, des classes populaires. Là, dans Odoxa, on n'a pas le détail de ces gens qu'ils ont exclus, les PCS. Alors Donc, moi, Chris, je pense que je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'ils savent que s'ils nous mettent les catégories socio-professionnelles des gens qu'ils interrogent et tout, ils vont se taper les foudres du sein graphique envoyé par la team. Parce que je vous rappelle que nous ne sommes que les transmetteurs de son message, hein. Nous, on relaie le sein graphique, on ne leur donne pas, on se soumet à lui. Et donc moi, je pense qu'ils ont flippé, ils se sont dit, oulala, là là, si on donne à manger et qu'ils peuvent utiliser le sein graphique contre nous, on est mort. Donc ils ont soigneusement caché cette information. et bah ouais, et bah ils ont peur de se faire graphiquer, mais ça ne nous arrête pas, on va le voir à quel point en fait leurs comptes ne sont pas bons, et on va le regarder par rapport aux autres prévisions, par rapport à la prophétie, et on va faire même des petites simulations. On n'a jamais fait ça, des petites simulations de vote via un outil magique que tout le monde connaît quand on s'amuse à jouer avec des données, qui s'appelle Microsoft Excel. Tous les libristes de notre public en sueur. Désolé gars, Team Microsoft ici. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, on se rattrapera en les collectivisant, socialisant et nationalisant. Voilà, tout ce que vous pouvez. En tout cas, ils ne feront plus de profit sur votre dos. Voilà, Microsoft dans le glorieux communisme sera un outil du peuple. c'est ça. Alors, on démarre au Doxa, baromètre politique, novembre 2005. Oh Donc, là là, oh là levée là, j'ai trop hâte. d'embargo. Alors, Ah ouais, comme à chaque fois les gars, je ne vous raconte pas, Chris est au taquet, hein. Chris n'en peut plus, il sautille sur sa chaise. Le mec a trop hâte. Quand on lui a donné ça à manger, le mec était là: «Oh, c'est Noël et tout». Trop bien. Alors, faut savoir que vous avez des sondeurs qui sont plus ou moins sérieux, et Odoxa fait partie quand même des vraiment droitiers. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie. Bah, IFOP sont assez droitiers. Ils ont fait, peut-être qu'on y reviendra une autre fois, mais un sondage sur l'islam là. Je sais pas si t'as vu passer, Zoé. Oui, oui, oui. Une catastrophique, voilà. Je pense qu'on fera quelque chose là-dessus. Et là, donc Odoxa, ouais, c'est vraiment les plus droitiers. Ipsos sont un petit peu plus, soi-disant centraux. Je sais pas si tu sais ça, Zoé. Ils ont des partenariats pendant les soirées électorales. IFOP, Ipsos, Odoxa aussi, je crois, et Lab. Ceux qui font, tu sais, les estimations à 20h. Je le dis au cas où, mais en fait, les résultats à 20h, les gens ont souvent l'impression que c'est des vrais résultats. En fait, c'est des estimations sorties des urnes. Ils ont des bureaux tests, ils finissent à 18h, 18h30, et ils commencent à compter, ils font des estimations pour donner le résultat à 20h sur France 2, sur TF1. Historiquement, Ipsos travaille avec France 2, France Télévisions, IFOP travaille avec TF1, et Lab travaille, je crois, avec BFM, et voilà. Donc ça doit travailler avec Public Sénat ou d'autres, voilà. Donc ils ont des partenariats comme ça, et ils ont des méthodes différentes. C'est pour ça que des fois, vous avez vu en 2022, si vous changez d'une chaîne à l'autre, vous n'avez pas les mêmes estimations. Mélenchon était donné plus haut par IFOP que par Ipsos. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, quand vous voyez les résultats à 20h, ce ne sont pas les vrais résultats définitifs, ça reste des sondages très fiables parce qu'ils sortent des urnes, quoi. Ils sont faits à partir de premiers dépouillements, mais ça reste des estimations. Alors, donc ça, on va regarder un premier truc qui va être décisif dans notre analyse et graphiquisation de ce sondage. Ça va être l'échantillon, ce qu'ils prennent pour pouvoir simuler la population française. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Échantillon de 1000 Français, représenter la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variations suivantes: sexe, âge
et profession de l'interviewé, après stratification par région et catégorie d'agglomération. Donc ça, c'est les données qu'ils ont décidé de cacher dans leurs résultats, hein, Voilà, on est bien d'accord. on les a pas. Donc, intention de vote, l'échantillon d'intention de vote, c'est 1300 Français de la population âgée de 18 ans et plus de 1200 inscrits sur les listes électorales. Voilà. Donc, la représentativité de l'échantillon est assurée toujours pareil, truc d'agglomération et tout. Et ce qu'on va regarder, c'est vraiment le détail qu'on a ensuite. Les intentions de vote, donc c'est-à-dire la façon dont ils vont compter les gens dans leurs résultats là, de sondage, figurent dans ce rapport, sont établies auprès des personnes inscrites sur les listes électorales, comptant aller voter et ayant exprimé une intention de vote. Donc, là, on a toutes les hypothèses et tout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pour le premier tour l'hypothèse Attal, l'hypothèse 2. Voilà, on va la regarder en détail. Parce qu'en fait, c'est celle-ci où Mélenchon serait qualifié au second tour par rapport à cette hypothèse. Voilà. Et puis, effectivement, l'hypothèse Mélenchon-Bardella au second tour. Donc, on va voir. Et vous voyez, l'hypothèse Mélenchon-Bardella au second tour, 689 individus au second tour. Et donc là, les copains, si vous avez bien capté, en fait, quand le sondeur va vous interroger, la première question qu'il va vous poser, c'est: êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Si vous répondez non, vous sortez de l'échantillon. Enfin, vous êtes dans l'échantillon, mais vous sortez des résultats qui vont compter pour pouvoir faire le sondage. Deuxième question qu'il vous pose, et ça, on vous l'avait expliqué dans la Capsifop aussi, parce qu'une grosse partie de leur biais méthodologique réside là-dedans, c'est: êtes-vous sûr d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle prochaine? Et là, si vous répondez non, je ne suis pas absolument sûr, ce qui peut être une réponse de plein de gens qui vont en vérité aller voter, particulièrement un type de gens spécifique, et bien là, vous sortez aussi des gens qui vont compter pour pouvoir faire les résultats. Sauf que, imaginez, vous êtes un retraité macroniste. Vous avez toujours voté, vous avez vraiment une classe sociale qui fait que c'est vraiment les classes sociales qui votent le plus, etc. Vous regardez le journal de Salamé, etc. etc. Vous êtes Ah oui. Jean-Claude, 68 ans, ingénieur retraité, macroniste depuis 2017. Macroniste Lui, avant que Macron existe, pour ces gens-là. Lui, quand Odoxa va lui dire: êtes-vous sûr d'aller voter? Jean-Claude, il va répondre oui. Maintenant, vous prenez Enzo, 21 ans, jeune étudiant en sociologie ou je sais pas, en n'importe quoi, étudiant. Vous l'appelez et vous lui dites: Enzo, es-tu sûr d'aller voter à la prochaine présidentielle? Eh ben Enzo, a priori, il va moins être sûr que Jean-Claude. Et les gens qui vont globalement pas forcément être absolument sûrs qu'ils vont aller voter, même si en réalité ils vont y aller, ça va être plutôt les jeunes et ça va être plutôt les classes populaires. Et donc là, vous voyez déjà où est le problème, c'est que dans l'échantillon de gens, ils vont exclure toute une partie de gens qui sont en fait des gens qui, en général, vont voter un peu plus pour, par exemple, la France Insoumise. Je suis d'accord, c'est très clair ce que tu dis. Et paradoxalement, les gens qui sont le plus sûrs d'aller voter sont les plus dépolitisés, à mon sens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne posent même pas la question de quelle dynamique de campagne il va y avoir, quel débat va y avoir, quel programme il va y avoir, etc. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas vraiment cette bataille politique, cette conflictualité au sérieux. C'est des gens qui, par défaut, vont dire bah, moi j'ai toujours voté à droite, je vais y aller, je vais voter à droite. Moi j'ai le RN, je vais voter, de toute façon, ça fait 30 ans que je vote RN, faut tous les dégager, tu vois. Donc ça, on voit qu'il y a un taux d'adhérence justement du RN là-dessus. Et le vote macroniste, c'est vraiment un vote pour moi abstentionniste de gens, et surtout centristes en général, de gens qui veulent voter, mais en fait qui ne savent pas pour qui voter et qui refusent la conflictualité. C'est au centre, ni droite ni gauche. Ça rassemble, comme tu dis toi, le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Et donc, voilà. Et ça fait la meilleure des politiques. Voilà, et donc, c'est marrant, on imite toujours Carole Delga quand on se fout de la gueule de quelqu'un. Oui. Mais c'est vraiment sa vision du monde en plus à cette... voilà. Alors après, soyons honnêtes, c'est un peu glossophobe, donc désolé pour tous les gens qui ont l'accent de Carole Delga et qui sont bien moins cons qu'elle. On sait que vous existez. C'est ça, on vous donne de la force. Donc ouais, ça fait, voilà, donc on a vraiment ça. Et donc, forcément, ces catégories-là, on va dire, dépolitisées mais votantes, sont celles qui ont le plus d'adhérence dans les sondages, voilà. Et donc, ça trafique un petit peu la réalité, mais on va le voir. Tout ça, vous voyez, vous êtes à l'apéro, là. Vous êtes en mise en bouche par rapport au niveau de conneries que vous allez voir dans ce sondage. Comme dit Zoé, quand j'ai vu le point, j'ai sautillé sur ma chaise, j'ai envoyé 10 textos, donc on va prendre ça. Et donc, vous voyez, l'hypothèse du second tour, il y a même plus que 689 individus au second tour dans l'hypothèse qui comptent aller voter. Donc, nos chers amis d'Odoxa, donc vous avez compris, ils ont fait leur méthodologie, ils ont dégagé tout un tas de gens de leur échantillon, si possible des gens qui votent plutôt un peu plus à gauche. Ça, c'est fait. Voilà, on est sur de bons rails pour pouvoir annoncer un sondage bien catastrophique qui va bien faire gagner l'extrême droite. Je vous rappelle que c'est leur agenda politique, à tous ces gens. Une fois qu'on en est là, ils vont nous sortir. Donc nous, on vous l'a dit, on est sur l'hypothèse avec Attal qui serait le candidat du centre. Et donc là, ils vont nous sortir des résultats au premier tour et on va regarder un petit peu en détail ce que ça donne. Bon, alors je vais donner les résultats puis on va commenter rapidement. Donc Nathalie Arthaud, 1%. Bon, ça paraît cohérent. Fabien Roussel, 3%. Bon,
Ça me C'est paraît c'est un cohérent. peu haut pour lui, mais OK. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, 12%. Là, Mmh. c'est 10% de moins qu'en 2022. Why not? Voilà, personne n'est choqué. Marine Mmh. Tondelier, 6,5%. Raphaël Glucksmann, donc, qui, on le comprend, serait le candidat du PS dans cette config. Voilà, vous irez voir notre capsule d'hier. Vous verrez que, bon, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, Odoxa, ils sont un petit peu, voilà, ils ont un petit peu du temps à comprendre les rapports de conflit et les rapports entre les partis politiques, mais voilà. 14,5, donc si c'est le candidat du PS, donc on est quand même à 13 points de plus, presque 10 fois plus que Hidalgo 2022. Gabriel Attal à 11. Alors là, Gabi, là, c'est pas beau du tout. Si c'est le candidat macroniste, Macron avait fait 26 en 2022. Retailleau à 10, deux fois plus que Valoche. Pas terrible. Donc, Grosse Nicolas perte pour les Républicains. Républicain is back. Voilà. Dupont-Aignan à 3, voilà. Bon, va falloir qu'il ait les 500 signatures, c'est pas gagné. Il n'y a pas Jean Lassalle, déjà, n'importe quoi. Alors qu'il y a 500 maires du 64, du sud-ouest, Oui, qui peuvent lui donner ses signatures. oui. Donc je vois pas pourquoi il y serait pas, quoi. Ouais, moi je suis allée marcher dans la montagne aux vacances de la Toussaint là avec avec ma famille. Et moi, quand je vais dans des endroits, j'aime bien regarder les résultats électoraux. C'est toujours très intéressant. Et alors Ça va. vraiment, autour de Oloron-Sainte-Marie, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tu as une surperf de Mélenchon au premier tour, mais de zinzin. Et en deuxième, tu as Jean putain de Lassalle à 20%. Et franchement, vous régalez, hein. C'est parfait. Il n'y a pas que moi qui est fou, hein, quand même, hein, parce que genre les gens, quand ils se promènent dans la montagne, normalement, en vacances, ils regardent ce qu'il y a à manger, les restaurants, les Alors, trucs. Et Zoé, elle regarde les élections. Donc juste pour vous dire bah oui. que ma maladie ne s'arrange pas. Vous voyez, moi j'essaye d'arrêter de fumer avec mes trucs de voilà. Et c'est comme si quelqu'un fumait sous mon nez comme ça avec des résultats d'élection, quoi. Comment voulez-vous que je m'en Écoute, sorte, quoi? c'est mes 3 intérêts spécifiques réunis en une seule fois, marcher dans la montagne, manger et et la politique. Voilà, c'est les 3 trucs que j'aime le plus dans la vie. Et en plus avec ta famille, donc avec le, Oui, le niveau zéro de ce que tu aimes, quoi, voilà, l'absolu, quoi. c'est ça. Oui, alors eux, mais c'est même pas ma passion, c'est ma vie. C'est les fondations, comme dirait Marx. Donc ensuite, on a Jordan. Donc Jordan à 36%. Oui, let's go, Jordan à 36. Allez-y les gars, moi je pense qu'il faut y aller plus fort, hein. Là, c'est trop léger. Mais moi, je leur donne encore 2-3 mois avant qu'ils nous annoncent Jordan élu au premier tour. Et ils vont faire des petits calculs en disant, mais attendez, si Rutailleau, qui est proche de Jordan, et Éric Zemmour font l'union des droites, ils peuvent gagner au premier tour. Ils vont nous sortir ça. Tu sais qu'ils avaient sorti ça à l'époque de Balladur-Chirac en 95. Les deux étaient donnés ultra haut. Ils se bataillaient, tu vois. Et les Balladuriens avaient dit, mais si vous vous rassemblez tous derrière Balladur, les Chiraciens, en fait, on va gagner au premier tour. Bon, résultat, l'un a fait 19, l'autre a fait 18. Bon, ils ont fait 37, quoi. Donc, voilà, Classico. merci, au revoir. Et donc, 36%, sachant que Zemmour fait 3. Et qu'il y a Dupont-Aignan et qu'il y a Retailleau qui, sur leur ligne, qui fait 10. Ça fait quand même bien Ouais. le pays de droite. Donc là, il faut quand même qu'on commence à investir avec la brèche pour un petit pied-à-terre dans le sud-ouest, là, parce que ça a l'air de faire un peu moins peur. Alors après, Éric Zemmour, il faut quand même compter sur le fait que Raphaël Glucksmann a tout donné pour que le mec puisse remonter. Déjà, il lui Voilà. a donné l'heure alors que tout le monde s'en bat les couilles de sa gueule. Mm. Mais en plus, il a été nul à chier face à lui. Genre vraiment, parce que Zemmour, quand même, le gars, enfin, il est quand même démontable assez vite, quoi, Ah sur son oui. projet politique et tout. Et Glucksmann a été, mais en dessous de tout. Bref, on a déjà fait 2 caps sur la nullité de Glucksmann. On va pas en reparler encore, mais bon. Ouais, c'est catastrophique, comme tu dis. Et là, il leur met en scène comme soi-disant un homme politique d'importance. Enfin, genre, Zemmour, faut pas lui donner l'heure, c'est vraiment une petite merde. Comme dirait Chirac, il faut lui marcher dessus et du pied gauche, ça porte bonheur. Voilà. Donc ensuite, pour ce truc-là, tu vois, on a des petites intentions de vote avec des marges d'erreur, tu vois, là. Donc on va Mhm. jouer avec ça tout à l'heure. On va faire des simus, voilà. Donc marge d'erreur, Mélenchon. Donc tu vois, avec les marges d'erreur, on peut avoir un Mélenchon à 14 et un Rafa à 12,5. Voilà. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, Mélenchon serait le candidat qui affronterait l'unique, l'absolu, le seigneur désigné, Jordan Bardella, la baudruche. Nous, on a annoncé que Marine Le Pen serait la candidate, on verra en janvier. De toute façon, sachez un truc, le saint graphique ne ment jamais, il sait tout. Si ce n'est pas ce qui arrive et que Bardella est candidat et que Marine Le Pen ne peut pas se présenter, ce ne sera que nous, pauvres mortels, qui n'auront mal à interpréter les écritures. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc on verra. Mais là, je me demande pourquoi il y a une élection. S'il est si fort que ça, Bardella. Bah oui, Mais, c'est vrai ça. mais moi, je pense que c'est une baudruche. Je pense que Zoé, t'es assez d'accord qu'il est, à mon avis, peu capable de tenir la distance. On l'a vu pendant le NFP. C'est vraiment un type très faible. Je pense Mm, mm. qu'il peut se faire glucksmaniser, mais voilà.
C'est vraiment un type artificiel, quoi. Mon rêve, le débat Bardella-Mélenchon, hein. Vraiment, mais il va lui rouler dessus. Ah Nous, on ouais. va être là, on va manger du popcorn, on va kiffer nos races et tout, ça va être trop bien. Ah, mais la boucherie. Franchement, c'est la boucherie. Et en plus, je pense que c'est vraiment un truc pas taillé pour Bardella, pour le coup. C'est-à-dire Non. 2 heures voilà, de combat intensif sur de la culture, sur de la hauteur, sur de la vision du monde, tu vois. Et genre, Mélenchon, il sera en fauteuil. Et je vais même te dire un truc, c'est aussi un truc qui a permis Macron. C'est-à-dire, il a quand même affronté Marine Le Pen, qui est pas beaucoup plus vieille que lui, tu vois. Il y avait pas un débat générationnel. Là, je pense que même l'âge de Mélenchon face à ça, tu vois, il y a un côté presque la sagesse, etc., qui peut donner quelque chose d'assez puissant et d'assez redoutable pour Bardella. Alors, à partir de ça, notre petit Odoxa nous a simulé un second tour à ne pas piquer des hannetons. Pareil, donc dans l'hypothèse de 3 sur 4, attention de vote au second tour, donc vous allez voir, il n'y a plus que 689. Alors, il rajoute hypothèse peu crédible, mais possible en cas de candidature à. C'est genre en mode, rassurez-vous nos auditeurs, tout ça n'arrivera pas, nous nous amusons. Et là, on arrive avec un résultat, donc toujours pareil, hein, les gens sur les listes ayant l'intention de voter. Voilà. Et Je vous donc, rappelle Jean-Claude, mais pas Enzo. c'est ça, exactement. Et donc là, on a nos amis de Odoxa qui nous montrent 74%. J'ai envie de dire, c'est toujours pareil, pourquoi faire une élection si c'est si évident que Bardella va être élu? Oui. Voilà. Ça me paraît un petit peu cavalier d'obliger Jordan à se présenter à une élection alors que voilà. On va regarder un petit peu ça en détail. Donc on va revenir au premier tour et vous allez voir, on va reprendre les données dont ils nous ont donné. Voilà. Alors vous allez voir, il y a un petit truc, une petite encart ici. Ils ont pris les gens inscrits sur les listes électorales ayant l'intention d'aller voter au premier tour, mais il y a toute une partie de gens qui ne veulent pas s'exprimer dans tous ces candidats. Vous allez voir, ça fait quand même un petit peu la différence. Alors, c'est parti. Simulation, bienvenue. Donc là, vous vous dites, quand même, tout cela est extrêmement surprenant. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon tape 8 millions de voix en 2022 et là, avec une participation de 50%, ce qui est parfaitement crédible hein, sur une élection présidentielle. Le mec fait moitié moins de voix, le mec fait 26% au second tour et tout. Tout ça nous semble un petit peu curieux. Allons regarder les chiffres de plus près. Donc, ce que nous dit notre ennemi de classe Odoxa. Donc voilà, on a remis les chiffres. Donc l'échantillon, il fait 1206, hein, comme prévu. Il y en a que 864 qui ont dénié s'intéresser à cette élection. Donc il y a un taux de prise en compte déjà de 71,6%. Donc déjà, vous avez un niveau d'abstention qui est déjà à 71. Donc là, on est déjà bas, on est presque au niveau de 2022. Mais comme on vous l'a montré précédemment, il y a déjà, en plus de ces votants-là, 24% de gens qui ne s'expriment pas sur ces candidats-là. Donc on redescend à une abstention totale à 46%. Une participation de 54%. En fait, on a un échantillon exprimé sur ces candidats-là qui n'est plus de 864, mais de 657. Et donc une abstention totale de 46%. C'est beaucoup. C'est beaucoup Tranquille. pour une élection présidentielle en France. Ça serait la plus faible participation de l'histoire de la Ve République, hein, il me semble. C'est ça, exactement. Ce qui est à peu près aussi la même chose que ce qu'avait fait IFOP dans le debunk, hein, allez le voir, etc. Donc on est à peu près là-dessus. Donc il y avait 49 500 000 inscrits en 2024. Moi j'ai arrondi pour 2027, ce sera sûrement un peu plus de 50 millions d'électeurs. Zoé, tu m'en voudras pas. Voilà, Ça me va. Ouais, Ça voilà. me va. J'accepte. Et à partir de ça, du coup, on en déduit qu'avec cette abstention de 46%, il n'y en a que 27 millions qui vont se projeter sur ces candidats-là. Sinon, il y en a qui vont s'abstenir, voter blanc, voter nul et tout. Donc, si on prend les scores de nos candidats, on a 272 000, Roussel 800 000. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est à peu près les mêmes scores, etc. Mélenchon 3,6 millions, on va voir. C'est pas tout à fait ça. 1,7 million pour Marine Tondelier, c'est à peu près son score aux européennes. Glucksmann à 3,5 millions, voilà. Gabriel Attal, 3 millions. Bruno Retailleau, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, 800 000. Bardella, presque 10 millions. Et Éric Zemmour, 800 000. Alors, ce qui est déjà intéressant de voir, c'est que, tu vois, si on prend l'optique NFP, donc on a à peu près les voix du NFP de 2024, quoi. C'est-à-dire 10 millions. Ouais, à peu près, 10 millions, voilà. Et là, pareil, dans leur truc, ils ont à peu près mis les voix du NFP, voilà. Et dans ces 10 millions, on voit la bascule très importante qui serait justement, en fait, la vision presque des européennes, où le PS prendrait énormément de voix à Jean-Luc Mélenchon. Donc on aurait, par rapport même à 2022, même avec cette participation ultra faible, pas plus de gens qui votent,
et un bloc de gauche qui serait à peu près identique à 2022, à 2024, mais il y aurait plein de gens qui ont voté Mélenchon pour la rupture, la radicalité, et qui en fait iraient voter Glucksmann à la fin, Zoé. Tu vois, je pense que c'est tout à fait cohérent. Après, Chris, il parle fort quand même, hein, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on va voir les résultats des blocs. Les 3 barres représentent la barre rose, le bloc de gauche, la barre jaune, le bloc du centre, la barre bleue, le bloc de droite, droite extrême droite. Et donc vous avez à gauche la présidentielle 2022. En deuxième, vous avez la prophétie du sein graphique. En troisième, vous avez le sondage IFOP de 2025. Vous savez qu'on a débunké il n'y a pas longtemps dans une capsule. Et en dernier, vous avez le sondage Odoxa. Regardez ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la prophétie du sein graphique ou au niveau des résultats réels des élections de 2022, on a un bloc de gauche et de droite qui sont quand même un peu plus équivalents. Et vous voyez, dans la prophétie, en fait, il y a un report des voix du bloc central vers le bloc de gauche et probablement plutôt vers le candidat du centre-gauche, Glucksmann dans cet institut de sondage, la Odoxa, mais nous, vous savez, on vous l'a dit, on pense que Glucksmann est finito, qu'il est en train de se faire littéralement broyer par le PS et que ça va être un candidat du PS. Nous, on a mis comme hypothèse Boris Vallaud. Sachez qu'il y a un schisme avec Padu, qui lui serait d'avis de dire que c'est peut-être Hollande qui va y retourner. On aura l'occasion de reparler bientôt, les amis. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous avez toujours le bloc de droite qui est au même niveau, pour nous, que ce soit au niveau de l'élection de 2022, au niveau de la prophétie du sein graphique, l'incroyable, merveilleux, le seul, l'unique, et un report de voix qui se fait entre les voix du centre et les voix de la gauche. Et par contre, regardez sur les sondages, que ce soit l'IFOP ou Odoxa, vous avez le centre qui baisse également, mais il baisse au profit de la droite, avec la gauche qui reste exactement au même niveau. C'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est marrant parce que du coup, on avait vu à quel point IFOP c'était catastrophique, parce que justement, ils mettaient la gauche même en dessous, un bloc à 31%, et une droite qui montait de 13%, donc l'intégralité de la dislocation du bloc central allait à droite. Au Doxa, ils ont encore enlevé un peu au bloc central, ils ont enlevé 5 points, et ils les ont quand même mis sur la gauche. Ils ont mis un petit peu avec Glucksmann. À mon avis, ils ont dû regarder le debug IFOP, comme tu l'as dit, en entrée. Ils ont dû dire non, mais en fait, ça se voit qu'en fait, on met tout à droite, mets-en un petit peu quand même sur la gauche, parce que là, du coup, c'est pas possible. Mais pas n'importe quelle gauche, mets-les sur la gauche Glucksmann. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils les mettent sur la gauche Glucksmann. Ils font quand même 10 millions avec le bloc central en moins. Ça veut dire qu'il y a presque là, par rapport à ce qu'on vous a dit, vous avez toujours 10 millions, dont 3 viendraient du bloc central, iraient sur Glucksmann, ce qui n'est pas cohérent, et donc 3 millions d'électeurs de Mélenchon qui de fait disparaîtraient, puisqu'ils ne vont plus chez Glucksmann. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Vous allez voir, les électeurs de Mélenchon, ils les font disparaître assez facilement. Ce qui est pas mal ici, c'est qu'on voit l'effet de moïsation, un truc qu'on annonce depuis un moment. Donc avec gauche, droite et puis centre. Rappel rapide, la moïsation, c'est un terme, nous, qu'on a inventé pour parler du fait qu'il y a de nouveau une polarisation de l'échiquier politique en France, mais on l'a observé, si vous avez vu notre capsule sur l'élection de Mamdani à New York, on en parle aussi pour la situation états-unienne, et c'est le fait qu'il y a un effondrement du bloc central au profit de gens qui vont se déporter, soit sur une gauche qui est plus à gauche qu'avant, soit sur une droite qui est plus à droite qu'avant. Ou voir un peu sur des partis qui se reconnaissent dans un bloc de gauche ou dans un bloc de droite. C'est pour ça qu'on met Glucksmann à gauche, même si ça rend fou les gens qui voudraient les mettre dans le jaune. Mais en fait, non, Glucksmann est considéré comme de centre-gauche. Il essaye de faire une politique à gauche de la politique macronienne. Même si c'est insuffisant, il n'y a pas de problème. Même si pour nous, c'est la droite, voilà. Ça, il faut la penser avec la dynamique générale de la politique française et de la société. On ne peut pas simplement voir le débouché politique ou le catégoriser de gauche ou de droite en fonction de notre propre position. Il faut qu'on prenne un petit peu la hauteur des classes sociales, des enjeux et des dynamiques. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Oui, pour des gens comme nous, Glucksmann, c'est la droite, mais pour beaucoup de gens qui étaient soit au centre, soit à droite, c'est la gauche. Et ça, c'est pas neutre dans la façon dont les gens vont se comporter électoralement. Donc ouais, donc ils en ont remis un petit peu à gauche, là, et donc on voit donc Attal qui explose. Les gens nous demandent souvent pourquoi nous, on a une gauche si importante. En fait, parce qu'on revient à une forme assez classique, nous, dont on pense la politique, c'est que nous, dans la prophétie, on a mis, vous voyez, ils mettent 11 à Attal, nous, on avait mis 10,8 à Philippe, pour te dire, on va finir par vraiment avoir raison. Hein. Et nous, ce qu'on considère, c'est que l'équilibre, on va dire, politique de la Ve République, et puis par rapport aux rapports sociaux et aux classes et à la stratification de classes, c'est plutôt d'avoir un bloc de gauche qui est assez minoritaire, mais maximum autour de 49%, voilà, qui est jamais majoritaire au premier tour. C'est difficile. Par contre, avoir un bloc donc là, on l'a maximisé, effectivement, avec
avec plein de candidats un petit peu plus ou moins bizarres, de toute façon. Mais c'est aussi de se dire que quand vous avez cette disposition-là, vous avez une vraie droite, 39%, et vous avez un centre droit. C'est ça l'équilibre, en fait. Là, c'est plus vraiment un centre, on aurait dû le colorer en bleu, mais dans la prophétie, c'est vraiment la disparition du centre ni droite ni gauche, qui était Macron. Là, c'est vraiment de se dire, quand vous aurez Philippe et puis ce bloc de droite, vous aurez droite et centre-droite, comme on avait à l'époque, Giscard Chirac, Balladur Chirac, tu te rappelles en 2007, Bayrou Sarkozy, voilà, c'est vraiment ça, centre droit et droite, voilà. Donc ça, c'est les blocs. Donc on voit quand même qu'ils sont très alignés sur leur méthodo entre IFOP et Odoxa. Voilà, ils corrigent, je sais pas trop comment ils font, mais on voit vraiment les mêmes conneries. Alors, notre NFP, donc, qui fait toujours le même nombre de voix, mais avec un pôle Glucksmann plus haut que le pôle Mélenchon. Donc le NFP se droitise, Zoé. Voilà, c'est la conclusion d'Odoxa. Et donc, là, ici, dans cette configuration, moi, je vous ai mis, c'est pas tout à fait le sondage d'Odoxa, vous avez vu, c'était 12 normalement et 14,5. Mais pour simuler les électeurs du second tour, il faut bien que Mélenchon soit au second tour. Donc, c'est avec les marges d'erreur que nous a expliqué Odoxa, on va faire 13,5 et 13. Ça te va, Zoé? Ça me va, chef. 100% à la fin. Comme on l'a dit, d'une tête, la gauche de rupture bat la gauche molle. Voilà, c'est la prophétie. Alors, ce sera pas ces scores-là, mais ce sera... Voilà. Et donc, on se retrouve ensuite avec notre second tour. Le truc, les gens, vraiment, c'est que souvent, on vous parle des résultats d'élection en vous parlant de pourcentage. Ce qui est très piégeux, parce qu'en fait, il vaut mieux regarder le nombre absolu de voix. Regardez le nombre absolu de voix de Mélenchon dans l'hypothèse second tour présidentiel face à Bardella de Odoxa. Rappelle-nous, Chris, quel nombre de voix a fait Mélenchon en 2022 au premier tour? On va le voir, mais il a fait 7,7 millions. Donc là, déjà, au premier tour, ils lui mettent 3,6 millions. Et on va le voir, on va donner le détail. Au deuxième tour, on projette 4 500 000 voix pour Mélenchon. Pourquoi il y a ça? Pour la même raison que ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ils expriment un échantillon de 1206. Ensuite, une prise en compte de 689. Et rappelez-vous, dans la notice, vous avez plus 24% de gens qui décident, qui sont sûrs d'aller voter, qui ont exprimé une volonté d'aller voter, mais qui décident de choisir entre Mélenchon et Bardella. Vous avez 39%, Zoé, 39% des gens qui ne veulent pas s'exprimer entre Mélenchon et Bardella. Et donc, on se retrouve donc avec 57%, donc 689 personnes qui veulent aller au second tour, mais qui ne choisissent pas entre Bardella et Mélenchon. Donc, ça donne une abstention à 65%. Let's go. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est parfaitement fiable. C'est-à-dire que seulement un tiers des inscrits sur les listes électorales vont aller s'exprimer sur un second tour Bardella-Mélenchon. Mais oui, Voilà. mais évidemment, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dedans. On se retrouve donc, vous voyez, à 65% d'abstention totale. Voilà, c'est nos 39%. Donc, on a un échantillon exprimé de 420. Donc, quand on le rapporte à nos 50 millions d'inscrits, il n'y a pas de raison qu'entre deux tours, il y ait plus d'inscrits. Voilà. Et on a 17 424 959 gens qui vont voter. Et donc, 26, ça fait 4 530 000. Et 74%, voilà, ça fait 12 millions de personnes qui vont voter Bardella. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Déjà, c'est n'importe quoi, tu l'as remarqué, mais tu vas voir à quel point c'est encore plus ridicule que ça. Nos amis de Doxa nous ont mis un truc assez marrant, c'est les reports de voix, là, l'analyse de reports de voix. Donc tu vois, les autres candidats de la gauche nous disent qu'ils vont se reporter, donc Roussel, Artaud, Tondelier et tout, 47% seulement pour Mélenchon. Voilà, il y a moins d'un électeur sur deux qui va aller voter Mélenchon, et il y en a quand même presque 1 sur 10 qui va aller voter Bardella. T'as voté Tondelier, t'as voté Roussel, alors peut-être Roussel, je vais pas faire de mauvaises blagues, mais peut-être... Voilà. Mais t'as voté Artaud. T'imagines, t'as voté Artaud au premier tour et tu te dis, je vais aller voter Bardella au second. Pourquoi pas? Donc, un candidat qui dit pro-business, vive les patrons et tout. Hein. Raciste, pro-business. Donc, au premier tour, t'es un antiraciste communiste. Et au second tour, t'es un pro-business. T'es un peu un troll de la politique quand tu fais ça. T'as vraiment envie d'emmerder des sondeurs, quoi. Voilà. Et 45% de gens qui disent, non, mais moi, je sais faire la différence entre Macron et Le Pen. Je sais pas faire la différence entre Bardella et Mélenchon. Voilà. Alors, Glucksmann, voilà, 24% des gens qui pensent voter Glucksmann votent seulement Mélenchon et 72% ne vont pas voter et 4% vont voter Bardella. Alors, ils aiment pas Bardella, mais par contre, ils aiment pas Mélenchon et ils se décident pas. Alors là, encore plus marrant, on a Attal, 1% va voter Mélenchon. C'est ceux, tu vois, dans le panel qui détestent le plus Mélenchon, plus que Bruno Retailleau.
Tout est logique, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Et t'as quand même voilà, 29% qui se prononcent pas et 12% d'extrême droite qui ne veulent pas choisir voilà, Bardella. Donc ça donne 39%. Alors c'est assez bizarre les comptes, comment ils ont fait. J'ai recompté, c'est pas très loin. Moi j'arrive à 37 avec cette simu là. Donc ça donne 39% de gens qui ne vont pas s'exprimer, qui vont s'abstenir, voter blanc, ne se prononcent pas, voilà, blabla. Et donc là, vous voyez, donc vous avez vu les reports de voix que Odoxa a voulu calculer. Et là, regardez les reports de voix donc réels entre le premier et le second tour lors de la législative qui a eu lieu en 2024. Vous savez, quand Macron a dissous l'Assemblée, etc., et qu'on a revoté pour des députés. Et regardez, là, c'est vraiment intéressant. Parce que ce que vous voyez, c'est qu'un électeur qui a voté au premier tour NFP et qui se retrouve avec un second tour ensemble contre RN, ces électeurs-là, ils vont massivement aller voter ensemble, aux 3/4 à peu près. Une très 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 infime partie va voter extrême droite et il y en a un quart qui va s'abstenir. Quand ils se retrouvent dans un second tour LR contre RN, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'un bon 2/3 va aller voter pour LR, une infime minorité va voter pour le Rassemblement national et il y en a quasiment un tiers qui vont s'abstenir. Ensuite, un électeur ensemble, donc un électeur Attal. Vous avez vu que les électeurs Attal, ce qu'a dit Odoxa, c'est qu'il y en a que 1% qui va aller voter Mélenchon sur un second tour. Mélenchon, Barthéla. Excusez-moi, je rigole, mais c'est ridicule, quoi. Alors qu'un an plus tôt, quand ils étaient dans une législative où ils avaient voté ensemble et ils se retrouvaient avec un second tour, LFI, hein, pas la gauche molle, pas Aurélien Rousseau, etc. LFI contre RN, ils ont voté à 43% LFI. Seulement 20% extrême droite et 38% d'abstention. Donc vous voyez à quel point c'est stupide ce que dit Odoxa. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous ces reports de voix qui se sont faits pour la France insoumise en 2024 disparaissent littéralement. Et les 10% de gens qui ont voté Attal, eh ben, il y en a quasiment zéro qui vont voter Mélenchon au second tour face à Bardella. Mais c'est parfait, il n'y a aucun problème. Bon, vous voyez, après, il y a aussi des reports de voix massifs. En fait, les électeurs ensemble font quand même globalement barrage, quoi. Même s'ils le font moins face à la France insoumise, ils le font quand même globalement. Et là, ça aurait totalement disparu. Et regardez la dernière ligne, un électeur de Retailleau, un électeur LR. Au second tour LFI-RN, il y en a quand même plus d'un quart qui vont voter LFI. Donc vous voyez que ces reports de voix qui sont proposés par Odoxa n'ont juste aucun sens, ou alors la psychologie des électeurs français a changé du tout au tout en l'espace de 1 an et demi. Parfait, c'était nickel Zoé. Donc on voit que voilà, c'est n'importe quoi, mais on va le voir que c'est encore plus n'importe quoi via les chiffres. On va prendre les chiffres au sérieux, nous on est comme ça, nous on est des esthéticiens de la politique. Donc regardez ça. J'ai préparé l'analyse des reports de voix. Voilà, je vois que ça te plaît, de nos amis Odoxa. Donc on va regarder, on va prendre leurs chiffres. Donc on a mis les chiffres qu'ils ont mis, voilà. Donc 47% de Artaud, Roussel, Tondelier qui, par rapport à leur voix du premier tour, se reportent voilà, sur Mélenchon. Pareil, 1% de Attal, voilà. Donc ça nous donne un report de 2 386 000 candidats voilà, qui vont vers Mélenchon. 4 200 000 qui vont vers Bardella et 7 155 000 qui vont vers l'abstention, vote blanc, vote nul, voilà, avec ces reports de Odoxa. Attends, Chris, est-ce que tu peux me rappeler combien Mélenchon avait de voix au premier tour dans ce sondage? Il avait entre 12% de base et avec les variations, on lui a mis 13,5. Donc ça faisait combien en nombre de voix? 3 675 224. Donc là, Chris, toi, tu calcules que avec les reports de voix qui n'ont aucun sens, hein, qu'ils ont calculé, c'est-à-dire Attal que 1%, etc. Tout le bloc NFP que 47%. Il y a Mélenchon face à Bardella. Il y en a que la moitié qui vont voter Mélenchon. Mais oui, bien sûr. Donc avec ce truc-là, il y a un peu plus de 2 millions de personnes qui se reportent sur Mélenchon. Mais les voix du premier tour de Mélenchon, c'est plus de 3 millions. Donc ça ferait en gros 5 millions de personnes qui vont voter pour lui au second tour dans cette hypothèse qui n'a aucun sens. Mais à la fin, ils arrivent à 4,5 millions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient voté Mélenchon au premier tour et qui ne vont pas voter Mélenchon au second tour face à Bardella. Bah, c'est exactement ce que je t'ai mis là, tu vois. Bien joué, tu préchotes le truc. Donc, on se retrouve avec donc 2 386 000 ici qu'on va reporter donc ici, hein, chez Mélenchon. Donc, lui, il arrive à 4 500 000. Donc, on se dit qu'en fait, il manque 2 144 000. On se dit, ils viennent de Mélenchon. Mais comparé aux 3,6 millions ici, ça fait que 58% de gens qui ont voté Mélenchon au premier tour, qui vont voter Mélenchon au second tour, dis donc, Zoé. Je pense qu'il faut ça. Là, tu vois, il y a des fois, il faut s'incliner et accepter que, voilà, que le game est plié, en fait. Odoxa. Voilà. Odoxa, bordel. Regardez-nous, là. Regardez-nous. Parce que nous prendre pour des cons. Bon, nous prendre pour des cons, c'est un peu votre habitude, etc. Mais là, à ce niveau, les gars. Enfin, je sais pas, respectez-nous, quoi. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, le taux pour Bardella est beaucoup plus intéressant. Il est à 89%.
Tu vois, ça, c'est un taux d'adhésion assez cohérent. Tu peux avoir Oui, 10% d'écart de gens qui votent, tu sais, un petit peu, tu sais, le vote contestataire, voilà, et puis qui en fait oui. font mais 58% pour Mélenchon au premier tour. Voilà le détail. On fait disparaître des catégories qui votent Mélenchon en entrée, et ensuite on fait disparaître des électeurs de Mélenchon entre deux tours pour vous projeter un 26-74. C'est une folie furieuse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable, ça n'a aucun sens de A à Z. On va finir là-dessus pour vous montrer la comparaison des votes Mélenchon en nombre d'électeurs, comme tu disais, Zoé. Donc, en pourcentage, hein, vous voyez, Mélenchon, on nous dit 22%. Nous, on a mis 17 dans la prophétie parce qu'on pense qu'effectivement, dans les 22, il y a du vote utile, comme on dit, voilà, et que le fait qu'il y ait des batailles à gauche, ça va en faire perdre. Eux, ils l'ont mis carrément à 12%. Voilà, terminé. Ça, c'était IFOP. IFOP l'avait mis à 12%. Odoxa va le mettre à maximum 14,5 ou 13,5, ouais, donc voilà. Et regardez en nombre de voix. Alors là, c'est vraiment Non, mais l'apothéose. c'est une dinguerie. Présidentielle 2022, donc ça c'est le réel, hein. 7,7 millions de Mélenchon, 8 133 000 de Marine Le Pen. Nous, la prophétie, effectivement, regardez, je pense qu'on est un petit peu plus cohérent avec la réalité. Nous, on pense effectivement que Bardella-Le Pen ne fera pas beaucoup plus de voix. Il y aura une plus grosse participation. On a mis autour de 80% vu la config. On pense que Marine Le Pen ne fera pas plus de voix justement parce qu'elle est disputée par un Retailleau. Peut-être même allié avec Bardella, on ne sait pas. Mais ça fait partie de la prophétie. Mais parce que son bloc est disputé. Alors que non, IFOP, nous, il nous disait déjà 9 millions. Mais alors là, Odoxa, Bardella 2027, 10 millions de voix au premier tour, let's go, pendant que Mélenchon en perd 4 millions. Mélenchon a perdu 4 millions de voix entre la présidentielle 2022. Voilà, donc je pense ils sont en train d'interdire aux gens de classe populaire ou aux gens de moins de 35 ans de voter. Désolé, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà comment est construit ce premier tour. On a fait disparaître des catégories et là, on a fait disparaître des gens. On n'a que 4 500 000 personnes qui vont voter Mélenchon dans un second tour alors qu'il a eu 7,7 millions au premier tour, alors qu'on serait dans une config de vrais choix politiques entre le pacte raciste, le pacte égalitaire. Il y aurait plus de 50% de la gauche, ici, là, qui s'abstiendrait de ne pas voter Mélenchon. Le truc incroyable que tu as trouvé, c'est-à-dire presque 50% de la gauche qui vote Mélenchon au premier Voilà, tour, qui n'y retourne pas au second. Mais c'est vraiment, 42. mais vraiment, mais Je pense qu'on va conclure là-dessus, mais je pense qu'on a montré à quel point ces gens sont sérieux ou pas. Voilà. oui, bon, bah écoutez, les amis, vous avez maintenant un tuto comment faire un énorme sondage de merde, puis ensuite aller le vendre dans tous les médias en vous faisant passer pour quelqu'un qui fait des chiffres de manière extrêmement sérieuse. Bon, évidemment, nous n'avons pas pu sortir le sein graphique, mais il n'en pense pas moins. Vous vous en doutez bien, il a murmuré à notre oreille, il est très, 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 très en colère. Peut-être que la vague de froid que nous vivons actuellement en France est due à la colère du sein graphique, je vous le dis. Moi, j'ai quasiment sûr, mais bon. Bref. Là, Mm, j'ai c'est un à petit peu près chat ça. dans la gorge, là, à mon avis. Tout à fait. Bon, si vous avez envie de parler politique un peu sérieusement, deux choses. Vous allez voir cette capsule le jeudi 27 novembre et demain, vendredi 28, je suis invitée par le groupe d'action Fait Médusine en Vienne, à Rouillé très précisément, dans la salle René Grison à 20h. On fait une conf sur la santé, sur la ruralité. On va parler de plein de trucs très intéressants. On va parler 100% sécu, etc. Vous allez pouvoir venir poser des questions. On va pouvoir papoter. Bref, ça va être trop bien. Donc, si vous avez envie de venir et que vous êtes en Vienne ou pas très loin, ou que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à nous rejoindre. Deuxième chose, si vous aimez le graphique, les amis, sachez qu'avec Chris et le graphique, nous allons à Chambéry samedi 6 décembre. Nous y serons pour une conférence de moi avec une autre invitée dont je ne peux pas encore parler pour le moment, mais qui va être très cool. On va parler de santé, une conférence qui aura lieu à 16h30, puis une autre conf qui aura lieu à 18h30, avec des gens, et notamment Chris, et notamment, je vous le dis, le sein graphique, nous allons venir graphiquer Chambéry. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Donc si vous êtes dans le coin aussi, de tous ces coins-là, des Alpes et tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir. On n'a pas encore le nom de la salle, mais on vous le donnera probablement la semaine prochaine. Donc voilà, on sera ravis de vous croiser là-bas, de répondre à des questions, de papoter après. Bref, voilà. Donc, si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à passer nous faire coucou. Autre chose encore, nous sommes en financement participatif pour Position Revue. Oui, on ne vous lâche pas avec ça, car vous avez déjà super bien participé. On est trop contents. On va pouvoir faire des trucs de zinzin. On veut mettre le graphique à dispo. On veut faire un gros projet en 2026 dont on vous parlera bientôt. On veut mettre les chroniques de l'exploitation en podcast. Et d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos chroniques de l'exploitation. On veut également refaire tout le site de la revue, etc. Bref, on va faire des trucs trop bien. Vous avez le site de notre financement participatif en
barre d'infos. Vous pouvez aussi soutenir l'asso sur le Tipeee. Merci Ouais, à ceux qui moi le font j'ajoute, déjà. j'ajoute sur la participation l'équipe, parce que nous on est un gros truc, on a plusieurs équipes. L'équipe PR nous a dit que ce serait pas possible d'avoir 10 000, que c'était voilà, c'était trop ambitieux. Voilà. Et nous on a dit avec la patte du team, ah bon, c'est pas possible. Alors le public de la patte du team, faites un effort, on n'est pas loin du compte là des 10 000, c'est pas beaucoup, on peut y arriver, on a encore une vingtaine de jours. Montrez à l'équipe PR qu'en fait on peut faire 10 000, largos, voire même plus quoi. On y croit nous. Chris qui joue sur l'esprit de compétition Oui, des gens tout à pour fait. pouvoir les faire donner. Comme ça qu'on Vous gère. pouvez soutenir toute l'asso parce qu'en fait, on fait comme si on était en compète, mais on est tous ensemble, on est tous une grande famille à l'association La C'est Brèche. ça, exactement. Et donc, vous pouvez nous soutenir en règle générale avec notre asso sur notre Tipeee. Vous pouvez aller sur les chaînes perso, sur les Twitter, sur les Insta. Et sur ce, on vous dit, ne vous laissez pas avoir par les gros menteurs de sondage. On va en refaire des débunkages. Venez nous voir, soit à Rouillé, soit à Chambéry. Et sur d'autres dates, on vous dira bientôt en janvier, février, etc. Et à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.